Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'accueille Lise. Lise, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, bonjour à ça. Alors moi je suis Lise et du coup j'ai monté ma société qui s'appelle Armolise, donc en tant que OBM. On vous expliquera après ce que c'est, parce que c'est un nom qui peut paraître barbare, mais promis, ça se passe bien. Bienvenue à toi, Lise. Ok, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, Lise? J'aime le soleil, Hmm, comme beaucoup d'entre nous, je pense. voilà, donc Moi aussi. très bon choix d'habiter en Île-de-France, n'est-ce pas? J'aime le soleil, nager dans l'eau chaude, Hmm, j'aime beaucoup voyager. Et j'aime la cartographie parce que c'est un peu bizarre, je sais peut-être comme hobby, mais c'est parce que enfin, je suis urbaniste de formation et géographe, et donc du coup les cartes, c'est mon dada, voilà. Et c'est quoi la cartographie? Alors c'est la science de la carte, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait c'est le fait que je suis en capacité de faire des cartes et du coup de pouvoir se repérer dans l'espace et la typologie de cartes et ce qui est requis comme information minimale pour la compréhension, toutes ces choses-là en fait. Et donc dès que je vois une carte, tous mes proches savent, Lise, il y a une carte, et voilà, c'est comment me rendre heureuse, tu me montes une carte. D'accord. Comme il n'y a pas la vidéo, je tiens à te préciser que je la regarde avec les yeux grands ouverts en me disant ah ouais. Voilà. Très étonné. D'accord, ok. Et c'est en fait c'est un objet qui est, enfin un objet, c'est un sujet qui peut être vraiment implémenté dans ton quotidien, plus qu'on ne pense et plus qu'on ne le voit, et du coup je trouve ça vachement intéressant. Bon, c'est aussi pour ça que à la base je suis urbaniste, donc voilà. D'accord, ok. Très bien. Mais du coup, cartes, tu parles des cartes plan route, enfin les cartes routières, les cartes. Déjà, Enfin, juste basiquement, la carte dans ton appli RATP, par exemple. Euh, oh oui, voilà, effectivement. déjà de se repérer. Après, ça peut être les cartes quand tu voyages. Je regarde toujours la carte d'un lieu quand j'arrive parce que je trouve ça toujours intéressant de voir comment s'articuler, combien il y a de pièces. Enfin, il y a une question vraiment d'aménagement, de gestion de l'espace D'accord. qui est entre guillemets importante pour moi Ok. parce que je sais où je suis. Mhm. Et, euh, et ouais, et du coup, j'aime bien ça. Et en fait, dans les cartes, t'as plein de typologies. Voilà, quand tu voyages, certes, Ouais. mais en vrai, t'as toujours des cartes partout où tu vas. En fait, tous les jours au quotidien, on se rend pas compte que c'est quelque chose qui est vraiment très présent. Mais moi, j'ai l'œil, et donc du coup, parce que ça m'intéresse beaucoup, et voilà. D'accord, ok. Oh, c'est étonnant. Moi, je regarde beaucoup les panneaux pour savoir C'est ouais, important aussi. qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a à côté, Mm. qu'est-ce que j'ai autour de moi. Mais c'est vrai que les cartes, pas trop, pas trop, pas trop. Peut-être que tu regarderas différemment maintenant. Tout à fait maintenant, oui. Je vais regarder les cartes et je penserai à toi. Ok. Du coup, tu exerces dans quel domaine aujourd'hui? Ou plutôt, non. D'abord, par quel cursus es-tu passé? Parce que du coup, tu as parlé des cartes, tu as parlé d'urbanisme. Alors, j'ai fait j'ai un parcours un peu atypique, on va dire. J'ai pris des options quand j'étais au lycée, avec du design et de l'art appliqué, puisqu'en fait j'étais en internat au fin fond d'un département campagnard. Et donc du coup t'avais la même classe pendant 3 ans en internat, donc c'était pas une punition, c'est pas un pensionnat, c'est pas la même chose. Non, on fait souvent l'amalgame, et en fait pas du tout. C'est juste que j'avais 3 heures de transport pour y aller, donc fatalement c'est mieux d'y dormir en fait. Mhm. Et c'était possible. 3 ans d'art appliqué, d'histoire de l'art, de design d'objets, design de communication, stylisme de mode, toutes ces thématiques-là. Et après, en fait, j'ai fait une fac d'histoire de l'art qui n'a mené à absolument rien, Ah ouais? donc je ne recommande pas. Bah, c'est-à-dire que ça amène à des métiers de conservateur, de guide, et c'était pas du tout ce que j'envisageais. Mais comme je m'étais un peu brûlé le cerveau en ma dernière année de bac, parce que c'était un bac très difficile, j'avais plus de 40 heures de cours, dont 25 heures d'art appliqué. Ah ouais. Donc même si j'avais pas d'heures de transport parce que forcément je dormais sur place, c'était quand même compliqué à gérer, donc j'avais besoin de quelque chose de plus léger. Donc après ça m'a fait bizarre de passer à la fac avec 13 à 15 heures de cours, j'avais l'impression d'être en vacances, d'être une grosse arnaque, je comprenais pas, je me dis mais c'est pas ça les études, c'est pas possible. On n'a pas un diplôme quand on fait des trucs comme ça. Et bah apparemment si, et donc du coup bref, ça n'a pas fonctionné. J'ai passé une année après, en parallèle j'avais toujours un job étudiant, voilà. Ouais. Donc j'ai fait ma petite vie, j'ai passé mon permis, j'ai acheté ma voiture, voilà. Et ensuite je me suis dit on va faire quelque chose de vraiment concret et qui mène à quelque chose de vrai, réel dans la vraie vie, un vrai métier quoi. Donc j'ai fait un BTS. C'est Où quoi là je me comme suis dit, BTS? alors à l'époque, parce que
Bon, j'ai l'âge que j'ai l'âge, mais du coup, ça change de nom tout le temps. En plus, les diplômes, c'était AGTL, Animation et Gestion Touristique Locale. Et en fait, c'était un diplôme qui mêlait le tourisme et l'aménagement. Et moi, comme j'ai toujours beaucoup voyagé, notamment grâce à ma mère et à son travail, quand j'étais petite, j'ai fait pas mal de colonies de vacances. Oui. Donc je me suis dit, je vais allier ça, plus l'histoire de l'art, parce que mine de rien, même si la fac d'histoire de l'art ne m'avait pas réussi, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire de l'art. Donc je me suis dit, je vais essayer d'allier entre ce que je sais faire, entre ce que j'aime, et entre, voilà, vraiment la zone de génie. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon diplôme quand j'ai pris les brochures de l'ONICEP, quoi. C'était vraiment ça. Et D'accord. donc c'était un BTS très très dur. Je dis toujours, j'ai fait des études jusqu'au master et mon diplôme le plus dur, franchement, c'était le BTS. Mais Oui. je me suis déchirée parce que je me suis dit, j'ai gâché 2 ans et quelques de ma vie à la fac, donc là maintenant on n'est plus là pour rigoler. Surtout qu'en plus, je m'étais toujours dit que je voulais pas redoubler jusqu'au lycée. Mhm. Déjà parce qu'au lycée, j'avais la même classe depuis la seconde. Donc quand tu redoubles, bah, t'as plus la même classe. Donc c'était. Voilà. Et ensuite, parce que je m'étais dit, vu que je suis née en fin d'année, je vais avoir mon bac à 17 ans. Donc D'accord. j'ai eu mon bac à 17 ans, parce que je suis née en fin d'année. Et c'est là qu'après tout est parti à C'est volo. quand ton anniversaire? Le 22 octobre, pour ceux que ça intéresse. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc le BTS, donc c'était super dur, mais j'ai tout fait et je suis restée dans le top 3 pendant les 2 ans parce que j'étais là, je vais y aller, je vais y aller. Et puis c'était au fin fond de Paris, donc j'avais beaucoup d'heures de transport. Le matin, je me rappelle, je partais avant ma mère et le soir, je rentrais genre 3 4 heures après ma mère, c'était Ah un délire. ouais. Je rentrais le soir, je mangeais, je prenais ma douche, je faisais mes devoirs et je refais ça. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et je me suis dit, ces 2 ans de ma vie, c'est rien. Mhm. Et maintenant, il faut faire ce qu'il faut faire, quoi. Mhm. Et ce qui me permettait d'être dans les meilleurs. Et après, ma prof principale à l'époque m'avait recommandé une licence pro professionnelle qui était du coup à l'université de Nanterre. Donc, tu avais 6 mois de cours, 3 mois de stage. Et il y avait 18 places, j'ai été prise. Mhm. Et j'ai toujours fait des études sélectives hein, pour faire les choses simples. Parce que le lycée, c'était un lycée par département en Ile-de-France qui faisait les options que j'ai choisies. D'accord. Donc il y avait 30 places. Donc Ok. sur le département de la Seine-et-Marne, pour pas la nommer, donc ce qui n'est pas un petit département. Mhm. Ensuite, bon, la fac, voilà, tout le monde peut faire. Enfin, pour art appliqué, pour histoire de l'art en tout cas. Et BTS, pareil, j'avais postulé à 3 BTS, j'avais été prise aux 3, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de place. Et la licence, voilà, il y avait 18 places, j'ai été prise et j'ai fait mon stage, bon là ça va faire rêver un peu plus, à Saint-Martin, ce qui était plutôt Oh. cool. Tu peux nous rappeler la température là-bas et l'emplacement? Surtout que Pour ceux qui j'y connaissent suis pas. allée en février-mars et revenue en mai, donc c'était juste après le carnaval. Donc j'ai raté le carnaval, dommage. Mais il faisait super beau, genre le week-end de Pâques, on avait été à Anguilla, enfin c'est un autre délire quoi. Effectivement. Mais j'ai vraiment travaillé malgré les apparences, on associe souvent le soleil, les îles à la nonchalance et l'absence de travail, et non, pas vraiment, non. Donc c'était une super expérience, mais du coup j'ai eu des problèmes pour postuler pour les masters, enfin ouais, c'est un peu compliqué techniquement, parce que j'avais une licence pro et donc j'avais qu'un semestre. Et en fait on te donnait tes notes à la fin de l'année, sauf que pour postuler un master tu donnes tes notes de semestre 1. Donc moi j'étais un peu bloquée dans ce trou béant où je n'existais pas. Donc j'ai pas pu, j'ai postulé, mais j'ai postulé même si j'avais d'excellentes notes en BTS. En vrai, ça valait pas grand chose quand tu demandes un master, quoi. On te regarde, Mhm. on fait, mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux, quoi. Donc je me suis retrouvée sans rien. Oui. Et là, je me suis dit, moi, je vais pas rien faire mon année. J'ai pas envie encore de repasser un an à travailler en un centre commercial, même si, ok, j'aurais pu faire de l'argent, mais. Et je me suis dit, il fallait que j'améliore mon anglais. Donc, je me suis dit, je vais être fille au père. Voilà. Et où est-ce que t'as atterri? Et alors, comme je voulais pas aller aux États-Unis parce que c'est un pays que j'avais déjà fait quelques fois et je voulais faire un pays que j'ai jamais fait, je voulais pas aller en Angleterre parce que j'avais de très mauvais échos sur comment étaient traitées les filles au pair. Et Australie, j'avais quelques connaissances et c'était un peu la mode et je voulais pas y aller. Et comme j'aime pas faire comme tout le monde, comme dit ma mère, j'ai été en Nouvelle-Zélande. Ah, d'accord, ok. En Voilà. Nouvelle-Zélande, Donc d'accord. toute seule, très loin, 12 heures de décalage horaire. Quand j'y suis allée au mois de janvier, il faisait 35 degrés et ici, l'avion est parti sous la neige. Il y a 36 heures de vol. Attends, t'as dit 12 heures de décalage horaire? Oui, c'est le plus grand décalage sur la planète. D'accord, ok. Donc en fait, ça peut paraître simple, mais c'est très problématique pour joindre tes proches parce qu'il y en a forcément un qui doit se coucher tard ou se lever très tôt. Donc heureusement, par exemple, pour moi, pour appeler ma mère, elle se levait à 5h30, 6h, donc on se parlait avant qu'elle aille au travail ou là, quand elle arrive au bureau. Et mes potes, en fait, pour leur parler, ou ma famille, d'autres membres, bah, c'était à minuit, 1h pour eux et inversement parce que sinon, en fait, on ne pouvait jamais se parler.
Donc c'est quand même challengeant. Et puis les 3 vols aussi, c'est... 3 vols? Oui, parce que tu fais... D'accord. moi, j'avais pris Emirates à l'époque, très bonne compagnie au passage, même en classe éco. En plus, c'était sur les premiers Boeing A347, je sais plus, ceux avec étage là. Ouais. C'était ceux-là. Donc ils étaient super neufs et enfin, de toute façon, Emirates c'est toujours nickel. Donc je fais Paris, Dubaï. Dubaï, c'était quoi? C'était Brisbane en Australie. Après Brisbane, Auckland en Nouvelle-Zélande. Donc, et après, moi, du coup, dans la famille où j'étais, j'avais 1 heure de route et c'était près de Rotorua. De C'est l'auto quoi? Rotorua. En fait, c'est l'accent maori. Les R, tu dis tu le. D'accord. C'est un peu comme dans le Pacifique, un peu Hmm. comme maori, quoi. Tout ce qui est Polynésie française, Tahiti, les R, tu les roules comme ça, en fait. Donc ça s'écrit Roturua, mais tu dis Rotorua. D'accord. Et t'es resté combien de temps là-bas? Ça n'a pas été une très bonne expérience, donc ça s'est vite arrêté. Et finalement, je suis remontée à la capitale, j'ai envoyé mes colis, j'ai envoyé tout ce que je pouvais m'alléger parce que je n'étais pas partie en mode backpacking. J'ai pris un billet de bus pour faire tout le tour du pays, parce qu'il y a 2 îles, il y a l'île du Nord et l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande. Et j'ai fait le tour du pays pendant 2 mois. D'accord. Voilà. Je En pensais fait, que tu me parlais de genre j'ai pris un billet, je suis rentré en France. non, parce qu'en fait, quand je fais des voyages comme ça, comme le Saint-Martin ou quoi que ce soit, j'ai toujours déjà une trésorerie de secours. Et j'ai D'accord. toujours un billet que je peux changer le retour. Ok. C'est pour ça que quand on part, il y a toujours une solution en fait. T'es pas Hmm. bloqué. Enfin, Mais c'est très intéressant ce que tu dis là, hein, parce que je me dis pour ceux qui veulent partir à l'aventure, prenez des notes, hein. c'est ça. Trésorerie d'avance et un billet dont tu peux modifier le retour. Oui, c'est que Je pense que ça c'est retire. pas tous les billets. Et puis surtout, il y a des billets que tu peux modifier le retour, mais des fois, ça te coûte le prix du billet en Ouais, fait. ouais, Et en vrai, le billet que j'avais pris pour Emirates, il était pas si cher que ça quand tu comptes le nombre de kilomètres que tu fais, ouais, comparé à un vol transatlantique qui peut être le même prix parce qu'on était dans les milliers d'euros. Donc ouais, tu dis oui, ça fait beaucoup pour un billet, mais tu fais 36 heures d'avion. Tu vas à l'autre bout de la planète quand même. tout à fait. Alors des fois tu payes le même prix, je dis n'importe quoi, juste pour aller dans la zone Caraïbe ou des choses comme ça quoi. Ouais. Donc franchement, pour l'époque, c'était pas, clairement, Et puis clairement gérable quoi. il y avait pas encore la guerre en Ukraine. C'est ça, voilà. Pour l'inflation magique dans le monde, Parce que tout vient de l'Ukraine quand même, évidemment. hein. D'accord. Et oui, du coup sur la fin je me suis dit je voulais faire un petit tour parce que d'être dans le Pacifique, je me dis je vais pas y aller 15 fois dans ma vie. Mhm. Et je faisais un peu un sondage de... En fait, quand tu es en Nouvelle-Zélande, tu croises les gens qui font des tours du monde. Donc, soit ils arrivent d'Amérique du Sud, soit ils arrivent d'Asie. Et donc, du coup, tu as des échanges de dingue. Ouais. Et tu as des gens de toute la planète. Donc, franchement, c'est super riche et c'est vraiment intéressant. C'est tout ce que j'aimais. Et ton anglais, il progresse. Enfin, t'as juste pas le choix, en fait. Et puis, Ah oui, non, là, t'as pas le choix. sauf si tu fais la française et que tu restes encore avec tous les Français, mais j'évitais au max. Parce que c'est comme Ah, il ça y a que... des Français aussi encore Mais les là-bas? Français sont spécialistes. Quand ils sont à l'étranger, le français cherche le français. Et moi, dès que j'entends parler français, comme je voyage les 90% du temps toute seule, je dis rien. Et comme ça, on sait pas que je suis français. C'est mon astuce. Bon, là, je me suis un peu grillé mon astuce du coup, mais, mais du coup, c'est vraiment ça. Parce que, ou sinon, en fait, vu que j'ai. Bah, après, j'ai eu d'autres expériences qui m'ont permis de parler anglais. Et donc, ce qui fait que j'ai un accent qui est un peu américain. Bon, maintenant, je l'ai un peu perdu. Et ce qui fait que les gens se comprennent pas tout de suite. Et puis, c'est peut-être stéréotypé, mais comme en fait je suis noire, les gens se disent pas forcément que je suis française. Mm. Alors, si t'as un sac à dos quechua, oui, tu t'es grillé tout de suite. Je sais pas. Mais sinon, moi, c'était pas mon cas. Déjà, parce que j'avais une valise, vu que j'étais pas partie en mode backpacking, et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais aller aux Fidji, parce que tout le monde venait aux Fidji. Je me suis dit, mais les Fidji, c'est top. Genre, c'est un truc que je m'étais jamais dit que je pourrais faire. Pas forcément l'aspect financier d'abord, mais c'était tellement loin, et c'est pas une destination que tu penses tout de suite. Enfin, puis les destinations du Pacifique, quand on est en Europe, en tout cas, c'est toujours très compliqué en termes de distance, de voyage, d'organisation. C'est pas les destinations phares, quoi. Mm. Et puis lui, évidemment, c'est pas le même prix, quoi. Et donc je suis allée une semaine aux Fidji, mais sauf que le jour où je suis arrivée aux Fidji, en fait, j'ai eu l'alerte tsunami de Fukushima. D'accord. Donc j'ai dû appeler ma mère au milieu de la nuit, parce qu'on n'oublie pas les 2 heures de décalage horaire, pour lui dire Ouais. qu'il y a un tsunami qui venait, que je savais pas à quelle heure, et que du coup, bah je savais pas, parce qu'on était tous traumatisés par les images à répétition qu'on avait eues dans les informations sur le tsunami qu'il y a eu en Thaïlande. Et que, genre, par exemple, le pire, c'est pas forcément la première vague, c'est les répliques. Et que les gens qui étaient venus essayer de sauver les gens de la première vague s'étaient pris la deuxième vague. Et déjà qu'en plus en Nouvelle-Zélande, j'avais eu des earthquakes, des tremblements de terre à Christchurch, notamment. Déjà la veille, on avait pris un apéro un peu en mode genre le dernier apéro de notre vie. Parce qu'on s'est dit demain de aller à Christchurch. Et franchement,
Ouais, Néo peut pas le dire, c'est vraiment traumatisant parce qu'en fait, t'es dans un bus, genre, il y a un silence de plomb et tu tournes, t'es dans une rue, c'est normal, et la rue d'après, c'est comme si quelqu'un avait pris une pelle à gâteau et avait coupé la rue juste comme ça, et t'as 30 mètres de profondeur et tu vois le sol, quoi. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en France. Non, et puis Des tsunamis, ça te marque à vie, quoi. des tremblements de terre, Et c'est puis pas trop surtout trop ça, quoi. que, du coup, au Fidji, c'était un peu en mode, mais non, c'est pas grave, sauf que tout le monde était un peu en train de, genre, faut s'inquiéter ou faut pas s'inquiéter? Puis en même temps, t'es au Fidji, et le Fidji, c'est un atoll de 4000 îles, Mm. si je me trompe pas, et donc, du coup, nous, on était dans un flocon dans le Pacifique, et le lendemain, j'allais dans une île encore plus petite. Donc j'avais peur de la réplique du lendemain, on y allait en bateau. Et en fait, ça a été une grande marée, même si dans la nuit, on nous a évacués, genre en mode les grosses sirènes dans toute la ville, tsunami warning, enfin bref. Mais quand c'est comme ça, vous êtes parti où du Bah, coup? sur le toit, c'est tout ce que tu peux faire, tu vas aller où? Ah, Le d'accord. point le plus haut, il faisait 150 mètres de haut, tu fais rien. Et moi, j'allais pas partir dans les rues. Enfin, il y a des meufs qui sont parties comme ça avec leur sac à dos dans la rue, en plein milieu de la nuit. J'étais là, genre, je fais pas ça en France, je vais pas le faire ça au Fidji, même s'il y a un tsunami en fait. Puis, j'en étais Et ma mère, elle me dit, genre, mais t'es habillée comment? Je sais, bah, maman, en fait, il fait 35 degrés, je suis au Fidji, donc je suis en maillot de bain, tapette à côté de la piscine, quoi. Enfin, c'est un peu le projet. Elle me dit, bah alors, mets tes baskets et mets ton passeport dans ta culotte. Bon, tes baskets, je suis pas sûr que ça va te servir à Non, mais beaucoup. oui, mais bon, c'est le truc au lieu d'être comme on dit là-bas, en flip-flop, Mm. en tapette, voilà. Et nous, on est très pragmatiques. Les gens me disent, mais pourquoi t'as appelé ta mère? T'aurais pas lui dire. En fait, déjà, moi, je suis fille unique. Mm. Et ensuite, enfin, pour moi, ça n'avait pas de sens de pas prévenir bah, Quand même. la personne qui m'est le plus proche, donc ma Mm. mère. Et que du coup, de lui dire que bah, là, je suis en danger, même si elle pourra rien faire, et je pense que ça restera la pire journée de toute son existence. Ce qu'on m'a raconté après ses collègues de travail, parce qu'elle a travaillé longtemps au même endroit, donc je les Mm. connais, enfin, bref. Et qui me disait, enfin, on l'a jamais vu comme ça, ta mère, elle était livide toute la journée, en plus elle est cardiaque, enfin bref. Je... Quand elle est Comment venue me dire? chercher, je crois qu'elle est venue me chercher à Charles de Gaulle, elle était jamais aussi contente de se lever à 5h du matin pour venir me chercher à l'aéroport, Tu quoi. restes à la maison maintenant. Ouais, franchement, elle dit, bon, maintenant, on se calme un peu, on repart pas tout de suite. Je fais, oui, d'accord, promis. Ouais, tu restes à la maison maintenant, s'il te plaît. Sachant que j'avais eu aussi, quand j'étais à Saint-Martin, tempête et cyclone, mais bon, c'est les Caraïbes en même Mm. temps. Mais du coup, comme on dit dans ma famille, partout, tu nous dis où tu vas, comme ça on n'y va pas. Donc les catastrophes naturelles, ça me connaît bien. Et ça m'a vachement permis de rationaliser, en mode, c'est la nature qui a le dernier mot, les gars, hein. Mais ouais, en fait, Quoi que c'est. tu fasses. Et que peu importe dans le système dans lequel tu crois on est, mais c'est pas toi qui gagne, en fait, c'est pas toi qui a le Non. dernier mot. Donc de vivre tout ça, ça te. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, j'ai eu les cheveux blancs en rentrant des Fidji parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai cru que j'allais mourir, en fait. Et de savoir que tu vas mourir, c'est pas le même effet que genre, je dis n'importe quoi, tu te prends un coup de poignard dans le dos, enfin bref, drama is Bah, important. après, c'est pas le mode dans lequel on a grandi en fait. Oui. Nous ici, c'est quoi? C'est les tempêtes. L'hiver, souvent, t'as le vent, les tempêtes, les arbres qui tombent et tout ça. Les inondations, parce qu'on est Les dans la région. inondations, ouais. Mais tsunami, tremblement de terre, Non. enfin voilà quoi, c'est pas ce que tu retrouves à Maison Alfort ou à Créteil quoi. C'est pas. Non, et puis même les tremblements de terre en Nouvelle-Zélande, il y en a des, en fait, il y en a des micros tous les jours, tout le temps. Mm. Et je sais qu'un matin, moi, il y en a un qui m'a réveillé et j'avais l'impression qu'on me secouait. Et je me dis, mais c'est qui me secoue? Et après, je me dis, mais non, mais c'est pas moi, on secoue mon lit. Je me dis, mais qui c'est qui secoue mon lit? C'est la terre. Et en fait, c'était un tremblement de terre un peu plus fort, qui était pas dangereux, mais un Mm. peu plus fort que d'habitude. Du coup, on l'a vraiment senti plus. Et j'étais là, genre. Et en fait, t'as vraiment l'impression d'être dans une boîte et qu'on te secoue. Mm. Et franchement, c'est très, très, très désagréable. Et c'est très, très effrayant. Enfin, et tu te dis que quand vraiment c'est plus fort, quand tu vois les images à la télé et de le vivre, c'est vraiment pas la même chose. Donc, ouais, donc après je suis rentrée. Là, je me suis dit, je suis rentrée un peu plus tôt en plus pour me dire que je vais faire bien mes dossiers de master comme il faut. Ouais. Donc j'ai postulé à toutes les écoles que je voulais, dont une qui était du coup à Créteil à l'époque, l'Institut d'urbanisme de Créteil, qui maintenant a déménagé à Marne-la-Vallée pour faire l'école d'urbanisme de Paris, avec le Grand Paris, qui a fusionné avec notre école d'urba. Et en fait, bah, j'avais rien jusqu'à genre mi-septembre, donc je me suis dit, bon, on va pas faire rebelote, et là je repars pas fille au père. Et j'avais Dans quelle trouvé île? c'est ça, et j'avais trouvé des super diplômes au Canada, et je me suis dit, bah, One Life, on va tenter le Canada en fait, même si je me suis dit, la neige, je suis pas sûre que mon corps va apprécier. Je me connais, je déteste le froid, mais en même temps, je sais que quand t'es dans un pays où en fait, le froid, tu sais que c'est normal, et donc t'as les équipements qui vont en conséquence. C'est pas comme en France, dès qu'il fait un peu chaud, dès qu'il fait un peu froid, le train il peut plus rouler par exemple. Mm. Enfin, c'est aberrant. Par contre, il y a une inondation, comme on a vu la tempête, le RERD, c'est un bateau quoi. On a tous été traumatisés de ces images-là quand même.
Tout va bien. Le RERD est un bateau. Mais même moi, je serais jamais montée dedans, je comprends pas en fait. Et je serais montée dedans et je sais même pas pourquoi ils ont continué à les faire rouler, c'était Hmm. vachement dangereux en fait. Et c'est ça que je comprends pas. Bref, et C'est pour, euh, c'est pour compenser tous les autres jours de grève. c'est ça, oui, ils pouvaient pas rouler. Donc, et en fait, finalement, j'ai été prise à l'Institut d'urbanisme de Paris, donc Oh, qui est là sur liste d'attente, le truc improbable. Ils m'ont appelé un matin, je comprenais pas, je pensais que c'était une erreur. Ils me disent non, mais il faut venir. Comment ça, faut venir? Je comprends pas. Et pour une fois dans ma vie, enfin depuis le collège, j'avais mon école qui était à 5 minutes à pied. Et ça, vraiment, c'était le luxe ultime. du coup. Parce que vraiment, j'avais eu des écoles. Donc, moi, je suis dans le Val-de-Marne. J'avais eu des écoles dans le 17e, l'autre côté de Paris. J'avais été à la fac de Nanterre. J'avais été à la fac de Marne-la-Vallée. Enfin, bref, voilà. Et du coup, quand à l'entretien, on me demande, mais vous avez choisi l'école parce que vous habitez à Créteil? Non, non, enfin, regarde mon CV en fait. C'est juste que vous êtes la meilleure école d'Urba. Vous êtes dans ma ville. Donc, non, je vais pas ne pas postuler sous prétexte que vous êtes dans ma ville, quoi. Du coup, tu as étudié en France, à Paris, à côté de chez toi. Ouais, c'est ça. Et dès la première année, on m'a dit que la deuxième année, je pouvais faire un semestre à l'étranger. Et ma mère, elle m'a regardée, elle me dit, vraiment, encore? J'étais là, genre, mais pourquoi pas? Donc j'avais fait un BTS aménagement et tourisme. Mhm. J'ai fait une licence aménagement et urbanisme. Et c'est là que j'ai découvert l'urbanisme et ça a été une révélation. Notamment avec des références, paix à son âme, de l'urbanisme et des banlieues. Et en fait, j'ai vraiment voulu comprendre toutes les problématiques qu'on vivait en banlieue, parce que moi j'ai toujours vécu en banlieue. Comprendre pourquoi ça marche pas. Pourquoi il y a autant de problèmes à thème socio-économique. Enfin, il n'y a rien qui va, Mhm. transport. Pourquoi en fait? Et c'est comme ça que je me suis passionnée pour l'urbanisme et je me suis dit, du coup, je vais faire un master d'urba. C'est comme ça que je suis arrivée à l'urbanisme pour faire le petit cheminement. Et dans tout ça, il y a quand même le lien d'histoire de l'art depuis le lycée parce qu'en fait, tu as toujours l'aspect patrimonial, tu as toujours l'aspect historique de l'art et tout ça qui est intrinsèquement lié avec l'urbanisme, quoi qu'il advienne en fait. Et t'as trouvé pourquoi ça fonctionnait pas du coup? Si c'était aussi simple que je te réponds en deux phrases, il y a des gens qui ont dédié leur vie à ça, mais short answer, long story, en gros, si on voulait, on pouvait quoi. Voilà. Bah, je pense que Comme beaucoup de choses. les choses n'ont pas été pensées pour que ça soit utilisé par tel ou tel type de personne. C'est-à-dire que quand moi ma spécialité en plus dans mon master c'était les projets de renouvellement urbain donc PRU et en gros donc c'est tout ce qui est les quartiers sensibles Ouais. qui sont du coup qualifiés de zones urbaines sensibles par exemple ou de rénovation urbaine. Mhm. Et donc, en fait, la rénovation, c'est pas juste on détruit un immeuble de logement et on reloge tout le monde et bim bam boum, tous les problèmes sont réglés. Non, Ah, pas du c'est tout, que non. au niveau sociologique, au niveau économique, au niveau de l'insertion, au niveau de dire, bah, par exemple, juste de l'orientation, de Mhm. montrer les possibles, c'est important en fait. Et c'est pour ça que la représentation, c'est important parce que c'est dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, bah, peut-être que moi je peux le faire aussi. Mhm. Alors, ça veut pas dire que tout le monde pourra le faire, mais déjà, ça t'ouvre des portes que toi dans ta tête t'avais pas et que du coup, en plus, ça donne. Enfin, moi j'ai fait des cours sur l'immigration et vraiment ça me fait rire, ce qu'on va pas tergiverser, mais ce que je vois aux infos aujourd'hui, enfin, depuis des années, c'est vraiment, je me dis, mais faites quelques cours sur l'immigration européenne et française et vraiment vous allez voir que enfin ça va de pair avec le colonialisme français dans tous les cas mais Mhm. du coup vraiment tout est lié et que en fait enfin ces gens enfin on n'a rien demandé enfin vraiment et que du coup enfin je veux dire en plus c'est des quartiers enclavés genre le gros cliché qu'on dit oui mais la police peut pas circuler dans les quartiers enfin, à la rigueur ça franchement c'est pas le sujet le plus important mais en termes de on connaît tous nos parents ou même nous quand on a eu des jobs plus jeunes ou en mode bah il faut aller prendre le bus c'est truc le bus qui passe toutes les demi-heures qu'il faut aller à la gare et nanani nanana et du coup tu mets minimum une heure et demie pour aller à n'importe quel job Bah, t'as pas enfin envie de sortir, voilà enfin. on connaît tous nos parents qui ont commencé à des jobs qui commençaient à des 5 6 7 heures du matin, qui allaient travailler dans le noir, enfin bref. Et que du coup, enfin déjà juste l'accès au transport, l'accès au job, parce que du coup, tu es obligé d'aller loin, en plus Mhm. d'être habité dans une ville qui est mal desservie ou un quartier qui est mal desservi. Les services, la qualité de service n'est pas du tout les mêmes, même au quotidien, que ce soit des démarches administratives ou autres. Enfin, il y a un vrai truc d'enclave comme ça territoriale qui crée de l'autarcie et qui forcément ben, quand les choses ne communiquent pas c'est problématique et de se dire et que du coup heureusement il y a des initiatives locales Mhm. heureusement il y a des gens qui sont issus de ces quartiers qui font de très belles actions voilà mais
ça aurait beaucoup plus d'impact si c'était à une autre échelle avec un autre type de financement, quoi. Mm. Donc c'était cool de comprendre tout ça. Et encore là, je le fais vraiment en version très simplifiée, hein, pour pas me faire taper dessus. Parce que vraiment. Mais du coup, moi, ça m'a permis de mieux comprendre, en fait. Et que ce soit pour moi ou même mes proches, ou quand j'en parlais, dans le mode déculpabiliser, en fait. Ouais, enfin, si forcément, je dis n'importe quoi, mais voilà, si t'as pas pu faire des études supérieures, ben en fait, c'est pas juste parce que t'es bête et t'es nul. Ah non. C'est qu'on t'a pas montré ben, quelles études étaient possibles, quel métier était possible pour toi, quelle branche il fallait faire, quel bac il fallait choisir, par exemple. Au lieu d'écouter moi, conseillère d'orientation, même moi, et j'habitais une ville, un petit patelin, un truc en Seine-et-Marne, donc vraiment, j'étais pas la pire à plaindre. Alors que j'avais des très bonnes notes, hein, j'étais dans les premières de ma classe au collège, hein, donc vraiment, et qu'elle me dit en troisième, mais de toute façon, et je lui dis que je voulais postuler à mon lycée. Elle dit mais pourquoi vous voulez aller loin? Parce qu'à la base moi je voulais être architecte d'intérieur. Et je dis Mhm. souvent j'ai juste changé d'échelle, je suis devenue urbaniste, donc la planification de la ville, j'ai juste agrandi mon échelle. Et elle me disait mais non mais jamais tu seras prise, enfin genre il y a 30 places dans tout le département de la Seine-et-Marne, t'as craqué. Et franchement j'ai jamais été mauvaise, mais je me suis toujours dit quand j'ai eu le dossier d'inscription dans ma boîte aux lettres là qui faisait 30 pages, j'ai vu l'enveloppe, franchement je me rappellerai toujours de ce moment-là, j'ai pleuré avec mon enveloppe dans les mains devant ma boîte aux lettres. Et je me suis dit, mais je pense que j'ai pas été assez mauvaise pour aller la revoir et leur montrer genre, tiens. Mais je pense qu'on l'a tous rêvé de faire ce Non, truc-là, tu mais vois. De la conseillère d'orientation c'est qui nous a surtout justement pas pour ça orientés. qu'on les appelle les conseillères de désorientation. Voilà. Et tu te dis que, ouais, mais si t'as fini là, c'est peut-être que toi aussi, finalement, t'as mal orienté, hein. Je te Tu jure. vois, cordonnier mal chaussé en vrai, Tout hein. à fait. Donc, ouais, donc la première année de M1, on me dit que mon premier semestre de M2, je peux le faire autre part. Donc moi, je me dis aux États-Unis. À l'époque, je voulais le faire dans le sud des États-Unis parce que j'avais beaucoup, beaucoup été à New York et la côte est des États-Unis et j'avais fait tout le reste. Donc je me suis dit, j'aimerais bien faire la côte ouest, un peu de Californie ou quoi que ce soit. Bon, j'étais pas trop par le Texas, tout ça, pas trop mon kiff. Mais je voulais faire le T'aimes sud. pas la country, hein. Non, non, non. Et puis les rednecks, tout ça, je sais que c'est un délire particulier, donc tranquille. Non, je voulais faire New Orleans, enfin la Nouvelle-Orléans. Déjà parce que avec tout ce qui s'était passé par rapport, mince, j'ai oublié, avec Katrina, voilà. Mm. En termes d'urbanisme, c'était vachement intéressant de comprendre pareil pourquoi. En fait, moi j'aime comprendre pourquoi à chaque fois c'est la merde. En gros. Parce qu'il y a toujours des raisons derrière. C'est pas Mm. juste le hasard ou juste bon, oups, on n'a pas fait exprès. Surtout les échelles et les pays dont on parle économiquement, c'est pas des erreurs. Mm. Donc, et que Katrina, en fait, c'est très très complexe au-delà de l'événement naturel en lui-même, quoi. Catastrophique. Et en fait, parce que l'année d'avant, il y avait quelqu'un de mon école qui avait été pris, donc je me suis dit, voilà. Et en fait, non. Et après, j'ai postulé en Californie, c'était pas possible, c'était compliqué. Et finalement, je me suis dit, par dépit, j'avais mis dans mon troisième choix la meilleure école une des meilleures écoles d'urbanisme des États-Unis, parce que je me suis dit, à défaut d'aller dans une région que j'ai pas eu et que j'ai pas jamais été et qui va me faire kiffer, je vais au moins avoir une très bonne école dans mon CV. Parce que je m'étais dit, peut-être qu'un jour je voudrais travailler aux États-Unis, donc d'avoir un diplôme en partie réalisé aux États-Unis, ça pourrait m'aider. Parce qu'après, il faut des certifications particulières quand tu travailles en urbanisme aux États-Unis. Enfin, je m'étais un peu renseignée. Donc j'avais un peu ce plan-là. Parce que moi, j'anticipe toujours le truc Mhm. que je peux faire derrière. Et donc, bah, finalement, j'ai fini dans New Jersey, à 1 heure de New York. Donc ça me saoulait parce que vraiment, New York, j'en pouvais plus, alors que j'adore cette ville et je la connais aussi bien que Paris. Mais je voulais juste faire autre chose. aux États-Unis, c'est un pays tellement grand, Ouais, il y a même tellement si. de choses différentes, tellement de. Voilà. Enfin, c'est dingue en fait. Après, j'idéalise pas du tout les Américains, mais je voulais juste, en fait, c'est en termes de découverte, d'apprentissage, et voilà. Et en fait, du coup, j'ai fini à Rutgers University, qui est la troisième école d'urba aux États-Unis, après le MIT et Cornell. Donc, c'est pas rien. Donc, j'ai vraiment des grosses pontes dans mes cours. Et surtout, ce qui était perturbant, du coup, j'étais en M2, en Master 2, ma dernière année d'études. Et en fait, j'ai dû réapprendre à apprendre. Réapprendre Parce à qu'ils n'ont pas apprendre. du tout la même façon d'apprendre en Ah, fait. ok, Donc d'accord. c'était au-delà de juste le niveau d'anglais, qui Mhm. déjà était très soutenu parce qu'on est dans un niveau scolaire. J'avais à peu près plus de 100 pages de readings, de lecture par semaine. Et en fait, ça peut paraître pas beaucoup, 100 pages. Mais on parle pas d'un roman en fait. On Non, parle ouais. de lecture soutenue, C'est un académique. vocabulaire Voilà. spécifique. Avec parce qu'en urbanisme, il y a beaucoup d'acronymes, avec plein d'acronymes que je maîtrisais pas parce qu'ils sont liés à l'histoire américaine, fatalement, le deal, le Roosevelt, nanani, nanana, tous ces trucs-là. Et du coup, bah, à chaque fois, il faut chercher les références, il faut chercher les événements, à quoi ça truc. Genre, pour lire 10 pages, il me fallait 1 heure. Ah ouais. Donc, tu avais 10 heures de lecture minimum par semaine. C'est énorme. J'avais un planning de lecture, j'avais jamais eu ça.
Et en plus, du coup, moi, il y avait plus de place en graduate, parce que quand t'es en master, normalement, c'est ce qu'ils appellent graduate. Et quand t'es jusqu'au, on va dire, la licence, donc l'équivalent du bachelor, c'est undergraduate. Mais moi, vu qu'il n'y avait plus de place en graduate, ils m'ont mis en undergraduate. En fait, Dieu merci. Parce que c'était vraiment compliqué. Parce qu'en déjà, j'aurais eu 2 fois plus de readings, donc je Ouais. pense que je serais jamais sortie. Et ensuite, bah en fait, quand t'es en cours, tu fais les readings. Et c'est un peu le cliché que tu vois un peu à la télé, mais genre, bah en fait, le prof, il prend sa liste et il t'interroge. Il te demande ton avis. En France, on ne te demande jamais ton avis. Non. En France, on te dit aval, recrache, disserte. Je le fais très simple. Pas forcément moi ce que j'ai eu après en Master 1 parce qu'on avait beaucoup d'ateliers, beaucoup de réflexions, pas mal de choses comme ça. Il y avait plus d'esprit critique, mais je pense que c'était et lié à mon école et lié au domaine de l'urbanisme qui rejoint beaucoup de domaines, la sociologie, l'économie, l'histoire, l'art, les transports, la mobilité. Enfin, il y a beaucoup de thématiques, la planification, l'architecture. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mêlent à l'urbanisme. Alors que et donc, du coup, là-bas, on avait des vrais. Enfin, et puis, ils ont les profs ont des assistants et c'est eux qui corrigent tes copies, c'est pas forcément le prof, par exemple. Mhm. Donc, c'est un autre rapport. Parce que des fois, tu peux avoir l'assistant, le teacher assistant, le TA qui vient et pas le prof. Mhm. Enfin, il y a vraiment un Bah, c'est un autre système, quoi. délire différent. Mais du coup, Mhm. c'était ça qui était challengeant au-delà de juste l'anglais, entre guillemets, tu vois. Mais du coup, ça pousse ton anglais Là, pour le au coup, max. La Nouvelle-Zélande avait bien aidé, mais là, vraiment. Et, euh, et donc voilà. Et j'ai eu Sandy quand j'étais. Parce que c'était juste avant Halloween, si je me souviens. Ça s'appelle Frankenstorm. Qui est Sandy qui avait mis Manhattan et New York sous l'eau. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et du coup, ouais. moi, j'avais dû être évacuée encore de mon campus. D'accord. Voilà, pour Mais changer. peut-être que tu voulais être sauveteuse, en fait. Non, non, et puis en vrai, c'était quand même flippant parce que là, on était en milieu urbain dense, même Mhm. si la ville c'était le campus, c'était que j'étais évacuée, du coup, on avait mis. J'avais, parce que du coup, les Français étaient restés entre eux et moi, je m'étais fait des potes ricaines. Et c'est là que j'ai dit, les gars, faut être smart jusqu'au bout. Donc j'avais 2 potes, j'avais une pote chinoise, nigériane, Naija, pardon, Nigeria, non, du Nigeria, je vais y arriver, pardon. Mais elle, du coup, comme ils étaient famille nombreuse et tout chez elle, donc je voulais pas être une charge supplémentaire pour sa famille. Et j'avais une autre pote qui était taïwanaise et que ses parents avaient un restaurant, du coup, asiatique, quoi. Et alors, bon, moi, je suis une grosse, grosse, grosse fan de la gastronomie asiatique, donc j'ai pas hésité longtemps. Et en plus, elle avait une vieille maison, donc genre chauffée au gaz, parce qu'il n'y avait pas eu d'électricité ni d'internet pendant 5 jours. Donc Ah ouais, quand même. Pour les États-Unis, c'est énorme. Moi, c'est-à-dire que tous les jours, j'allais à l'époque donc, sur mon Facebook pour dire à tout le monde que j'étais vivante, et Mhm. impossible en fait. Donc je sais que donc c'était vraiment compliqué. Et surtout quand on a pris la route, bon, pour ceux qui ont regardé Walking Dead, l'autoroute c'était un peu flippant, c'est-à-dire les arbres sur la route, on s'est dit en fait, si à un moment donné il y a un arbre, on sait pas ce qu'on va faire, on va pas pouvoir faire demi-tour. Je sais pas, en 45 minutes de route, on a dû croiser 3 voitures. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. Et du coup, je me suis retrouvée à faire la plonge et le service dans un resto asiatique pendant après une tempête parce qu'en fait, ils remettaient l'électricité dans les zones les malls en fait et les zones industrielles où il y a toutes les boutiques, tous les supermarchés en priorité déjà parce que c'est plus simple et comme Mhm. ça les gens peuvent aller se ravitailler, peuvent aller chercher à manger et tout ça, alors que de mettre l'électricité partout dans les zones résidentielles une par une c'est beaucoup plus chronophage Mhm. et c'est moins efficace, donc on le fait après mais pas tout de suite. Et donc du coup le restaurant de ses parents avait déjà l'électricité et tout ça, donc ils ont pu fonctionner et on était full de chez full et je me suis retrouvée n'importe quoi au fond du New Jersey à faire du service dans un resto asiat et à faire la plonge quoi. Mais c'était magique parce qu'en plus sa mère du coup elle faisait la bouffe traditionnelle de Taïwan chez elle. En plus, ils avaient une cheminée, donc on a eu du chauffage, on a eu de l'eau chaude parce qu'ils avaient une gazinière, enfin un chauffe-eau à gaz. Donc on n'a pas eu vraiment de problème et j'ai mangé mes meilleurs repas de ma vie. Alors que ceux dans ma classe ou de ma promo qui étaient en mode, qui avaient resté qu'entre français, qui étaient restés qu'entre français ou autres, ils avaient été logés sur une autre partie du campus, sur des lits de camp militaires. Il y en a qui ont eu des limbagos, qui n'ont pas pris de douche pendant 3 jours. Enfin, on n'a pas vécu la même vie, quoi. Mhm. Donc je me suis dit, j'ai fait un choix smart. Non, mais sur ton expérience, elle est très intéressante parce que du coup, je me dis, quel que soit l'endroit où on est, où on va, c'est important de pouvoir élargir son réseau et d'aller, enfin, et non pas rester, parce que en fait, rester entre Français, c'est un peu retrouver sa petite zone de confort, sa petite zone de Mhm. sécurité. Et je me dis, bah en fait, si tu vas à l'étranger et que le but c'est de rester avec que des gens comme toi, tu peux pas,
C'est difficile d'avancer comme ça, en fait. Ouais, puis je me dis, si tu fais autant de distance, autant de trajets de transport pour aller dans ce pays-là et pour pas connaître les locaux, Bah, ouais. je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je veux dire, si c'est pour parler aux mêmes gens que je croise tous les matins dans le métro, je vois pas l'intérêt vraiment de quand tu voyages, Mm. tu vois. Donc ouais, non, c'était une super expérience. Et voilà comment se finit ma scolarité. Après, je suis rentrée, j'avais encore un semestre en France pour finir mon M2 et voilà. D'accord. Mais du coup, là, t'es en France depuis combien de temps? Ah oui, mais non, je sais pourquoi tu poses cette question-là. Parce que, entre-temps, j'ai été travailler aussi au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et là, du coup, là, c'est une autre aventure. Je ne suis pas béninoise, mais j'ai décidé d'aller vivre au Bénin avec mon ex-partenaire de vie. Et sachant que moi, j'y avais jamais mis les pieds. Mm. Et je me suis dit, en fait, à la base, on devait aller s'installer en Angleterre. Et finalement, au dernier moment, 2 mois avant de partir, lui, il a eu une opportunité professionnelle. Et moi, je m'en suis dit, pourquoi pas aller prendre le soleil du Bénin plutôt qu'à Cotonou, plutôt que la pluie de Brighton, parce qu'à l'époque, on avait un appart dans le sud de l'Angleterre, à Brighton, qui est un peu la zone balnéaire des Londoniens. En fait, tu vas le week-end, tu vas à Brighton. Non, mais c'est un peu le truc historiquement et truc, c'est tu t'as 1h30, 2 heures, si je me souviens bien, de train et tu peux aller à Brighton et c'est plutôt cool, quoi. C'est histoire de prendre l'air et d'être sur Mm. la côte, quoi. Donc, bref, du coup, on a été à Cotonou. Et Cotonou, pas de catastrophe naturelle. C'est assez rare pour le notifier. Mm. Et j'ai une opportunité de malade. Et du coup, j'ai été membre du cabinet ministériel du ministère du cadre de vie et du développement durable, donc un des plus gros ministères du gouvernement de Patrick Talon, qui venait d'être élu. Donc il y a quand même une nouvelle ère, un nouveau mouvement qui se passait dans le pays. Et donc du coup, j'ai travaillé, enfin j'étais officiellement assistante technique de cabinet pour le Mhm. ministre. En fait, il y avait eu un pôle de trois assistants qui avaient été formés. Donc il y avait un ingénieur génie civil, un sociologue, une architecte et moi l'urbaniste. Et en fait, on filtrait tous les projets, toutes les demandes que le ministre recevait, chacun avec nos thématiques. Mhm. Et, euh, et en même temps, on suivait les projets propres à nos thématiques, évidemment, quand ça s'entrecroisait également. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée un peu chef de mission, chef de projet dans des plus gros projets qu'on avait au ministère à l'époque, qui était le projet Amazon. Donc je sais pas pour ceux qui connaissent Cotonou ou le Bénin ou qui sont allés dernièrement, bah, l'Amazon du Dahomey, c'est mon job. Waouh. Donc un monument de 30 mètres de haut. Le président voulait que ce soit plus, mais comme il y a l'aéroport à côté, on n'a pas pu. Il Mhm. voulait que ce soit 50, mais la limite était 30 avec la zone aéroportuaire à côté. Sachant que le monument est situé entre le port, la présidence et l'aéroport. Donc Mhm. en termes de... C'est quand même une zone assez importante et de sécurité aussi importante. Mhm. Parce que face à la présidence, je veux dire que là, la présidence, c'est un bâtiment qui est très sécurisé, gardé, il y a des milices, c'est pas rien, quoi. Mhm. Et donc, du coup, il y avait un projet d'aménagement de 20 hectares, paysager, il y avait du génie civil, de l'alignement, parce que la voie principale était tout à refaire, le nombre de voies, les voies latérales. Il y avait l'ancienne résidence d'un chef d'État qui avait été du coup démolie pour faire un jardin et du coup un monument de commémoration à tous les Béninois morts dans tous les combats qu'il y a pu avoir dans leur histoire, à l'étranger ou dans le pays. Mhm. Donc chose qui n'existait pas au Bénin, donc c'était vraiment important dans le projet. Et du coup, à chaque fois, le 1er août, qui est le jour de la fête de l'indépendance du Bénin, du coup, à chaque fois, le chef d'État vient déposer une gerbe devant ce monument-là, donc c'est pas rien. Et après, il y a tout le cortège qui Mhm. passe devant l'Amazon. Donc, et c'est un projet qui avait été en corrélation avec du coup les armées du pays, les chefs d'État d'armée, le port, parce qu'il y avait une architecture un peu complexe en termes de gestion, ministère des Transports. Enfin bref, c'était un mastodonte, c'était un projet à près de 80 millions d'euros, quoi. D'accord. Donc, et moi, je gérais les missions notamment de paysagiste et d'urbanisme. Enfin, je gérais tout ça, supervisais tout ça. Et c'est moi qui rendais compte, qui allait visiter les chantiers et qui faisait les suivis et qui s'assurait que toutes les instructions soient bien suivies par tout le monde, en fait. Et comme j'ai commencé à suivre les missions étrangères parce que c'est celle qui travaillait le plus sur mes projets,
C'est moi qui parlais le mieux anglais, donc je me suis retrouvée traductrice comme ça officielle du cabinet. Le ministre un jour m'a dit bon bah Lise, du coup vous êtes la nouvelle traductrice du cabinet. Je dis, ok d'accord. Enfin, il n'y en avait pas avant, mais du coup voilà. Donc c'est moi qui faisais toutes les traductions, qui m'occupais des missions, qui les emmenait quand ils venaient, parce qu'ils venaient à peu près tous les 3 mois. Faire tous les rendez-vous avec toutes les instances gouvernementales, tous les partenaires qu'on avait, privés, parapublics, les visites de sites. Donc vraiment, c'était un très 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 beau projet. Mon seul regret, c'était été de partir. Je suis partie juste avant Covid et d'avoir jamais pu voir le monument moi-même en fait. Et ce qui est drôle aussi, c'est que du coup, on avait fait des recherches avec des plus grands historiens du pays, donc ça avait été débattu. Après, du coup, ça avait été fait au début à l'entreprise qui avait été choisie. On était monté à Abomey, enfin bref, on a fait beaucoup de choses. Et du coup, historiquement, le truc s'est fait que j'ai posé avec les artefacts qu'on voulait lui donner à l'Amazone du Dahomey. Mhm. C'est pour la petite histoire, du coup, le Bénin faisait partie du royaume du Dahomey. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir l'Amazone en termes d'emblème pour la nation et que ce soit l'équivalent, je vais faire un gros cliché, mais de la Tour Eiffel pour la France, quoi. Mhm. Quand on pense, quand on pense le Bénin et l'Afrique de l'Ouest de Cotonou, bah, du coup, on pense l'Amazone du Dahomey. Et d'avoir une esplanade devant pour faire le défilé annuel avec le défilé de l'armée et tout ça, et tout le matériel. Donc c'est pareil, il a fallu, en corrélation avec tous ces corps d'état de comment passer quel matériel roulant, est-ce qu'ils vont pouvoir faire l'angle de virage et pas la bonne, mais la tribune il faudra tant de temps, tant de temps, donc avec les architectes qu'il fallait designer un truc qui avait jamais été fait, mais du coup ça va être à telle heure, donc le soleil va se lever de tel côté, donc il faut pas qu'ils aient le soleil dans les yeux, qu'ils puissent voir le défilé, mais qu'en même temps qu'on puisse voir l'Amazone, et qu'en même temps en termes de sécurité, il y a juste la présidence derrière, enfin bref, et par où il va arriver, par où ils vont repartir, est-ce que la chaussée va pouvoir supporter ça, enfin bref. Beaucoup de logistique, du coup. Ah oui, non, Beaucoup, beaucoup. c'était un mastodonte. Et donc, ouais, non, et que du coup, voilà, ce que je disais sur l'Amazon, c'est que la position qu'elle a avec la lance qu'elle tient et son coutelas, entre guillemets, à la taille, bah en fait, c'est moi, c'était moi qui avais fait la pose quand on avait été amusé à Beaumé, et je sais pas pourquoi, mais c'est resté. Mhm. Et donc, même quand on a fait les miniatures avec la société qui gérait ça et tout ça, qui a été à la présidence ou autre, mais en fait, c'est resté. Et du coup, j'ai mes amis et mes potes, quand ils la voient, ils disent c'est Lise quand elle est fâchée. donc, donc, en fait, ils disent mais elle te ressemble. Je fais mais non, mais n'importe quoi. J'ai pas du tout une tête de béninoise parce qu'il y a quand même des traits. Enfin, quand on a Bénin, on voit quand même, mais j'ai pas des traits de béninoise. C'est pas une bonne ou mauvaise chose, mais c'est juste. Voilà. Et donc, on dit oui, mais on sait que c'est Lise. Et du coup, c'est un peu genre c'est l'Amazone de Lise, quoi. Donc, c'est drôle. Et en même temps, moi, j'en suis super fière parce que c'est vraiment un beau projet. Et je pense pas que dans sa vie, on en fera 10 000, quoi. Déjà d'avoir ce genre de poste, Mhm. d'avoir ce genre de mission, Bah, d'impact dans un pays, parce que tout à c'est le plus fait. gros projet d'aménagement que le Bénin avait jamais connu. Et pourtant, Mhm. Dieu sait que sous Talon, il y en a eu des beaux projets, et c'est. Voilà. Mais qu'il y a eu autant d'impact et visuellement. Et maintenant, quand on voit tout ce qu'il fait, je vois maintenant, quand on parle du Bénin, il y a toujours l'Amazone dessus. Mhm. Comme à Dakar, il y a toujours la Renaissance. Enfin, c'est Mhm. pareil, en fait. Après, chaque monument a ses déboires, on sait tous, hein. Voilà. C'est la Renaissance à son histoire qu'on connaît. Mais du coup, en termes d'impact d'image à l'extérieur et de la renommée du pays, ça n'a pas d'égal, quoi. Donc c'était vraiment cool ça. Et après, je suis rentrée en France, voilà. Et du Et depuis, coup, je suis pas repartie, t'es pas voilà. reparti. Non. Mais du coup, si tu devais, allez, donner trois enseignements, trois qualités, je veux dire, que tu retires de toutes ces différentes expériences, parce que du coup, tu as eu un cursus quand même avec différents établissements, différents pays, tu as vécu pas mal de situations, tu as beaucoup voyagé. Si tu devais synthétiser ça en trois mots-clés ou trois qualités, quelles seraient ces qualités ou ces trois mots-clés? Alors, l'adaptabilité, Mhm. ça c'est sûr, parce qu'il faut être souple, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, il faut savoir de quelle situation, que ce soit là, si aujourd'hui c'est la situation A, si demain c'est la situation B, il faut y aller. Euh, ce qui, enfin vraiment, de par exemple, ça s'adapter aux catastrophes naturelles, certes, d'avoir toujours un plan de repli, Mhm. et aussi de ne pas avoir peur de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant ou quelque chose de nouveau. Parce que, en tout cas pour ma part, c'est pas parce que j'ai jamais fait quelque chose avant que je ne le ferai pas bien. Mais ça, c'est moi et mes capacités, je sais que c'est pas tout le monde. Mhm. Mais donc c'est vraiment ça l'adaptabilité. La deuxième, ce serait la persévérance. Je suis quelqu'un de très tenace. Mhm.
Et c'est ce qui m'a permis de faire mes études, c'est ce qui m'a permis de tenir au Bénin, et c'est ce qui m'a permis après de me reconvertir quand je suis rentrée au Bénin, où je suis devenue personal assistant bilingue et office manager, de haut dirigeant. Donc après avoir travaillé avec un ministre, voilà. Et que après, du coup, je suis arrivée sur le métier d'OBM, qui est en fait juste une autre façon de faire ce métier-là, parce que je travaille déjà avec des hauts dirigeants. Et, et donc les missions, elles se font juste sur un format différent, mais en vrai, pour moi, il y avait une vraie suite logique. Donc ouais, ce serait la ténacité. Et le troisième, bah, de croire en soi, hein. Je sais pas si ça rejoint peut-être la ténacité, mais de croire en soi, de se dire que, évidemment, on a tous nos moments de doute, et je pense que c'est important de les avoir aussi, parce que ça Mhm. permet de garder les pieds sur terre, mais de se dire que, moi j'étais vraiment de me dire, bah, si je le fais pas, qui va le faire pour moi en fait. Donc ouais, ça rejoint un peu la ténacité. Mais... Bah, ça rejoint, mais pour moi, c'est deux choses différentes parce Mm, que tu peux être tenace, persévérer et persévérer dans d'une manière de faire qui n'est pas forcément la meilleure. mm. Et je me dis, le fait de croire en soi, tu peux faire les choses sans forcément croire, justement. Oui, Pour le coup, j'accompagne plein de oui, personnes forcément. dans ce domaine-là. Je peux te dire, oui, il y a des personnes qui reproduisent, qui continuent, etc. Mais il n'y a pas cette phase de remise en question de, attends, est-ce que je crois en moi ou pas? Non, je le fais parce qu'il faut le faire et puis c'est tout. Mais autant par contre, moi il y a des choses que je vais faire parce que je sais c'est ce qu'il faut que je fasse, mais pas par dépit, Mm. mais parce que je sais c'est ce qui va m'aider. Donc des fois je me dis, même si je suis pas sûre dans l'instant T, est-ce que je suis capable ou pas, j'y vais quand même. Et comme l'appétit vient en mangeant, si on peut dire, je me dis que sur le chemin, l'énergie va s'amplifier, on va dire. Mhm. Et donc, et je vais voir les succès se construire petit à petit et ça va me redonner de la force et tu vas continuer d'avancer et de monter, quoi. Je me dis, il y a aussi cette version-là. Il n'y a pas besoin d'être voilà, à 100% prêt, 100% croire en toi pour commencer un truc, sinon je pense qu'on ferait pas grand-chose en vrai. Tout à fait. Merci Lise, et on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera dans le prochain où là, il sera beaucoup plus axé business et sur surtout ton métier d'OBM. Si l'épisode t'a plu, ne le garde pas pour toi, voyons. Partage, commente, like et que la paix soit avec toi. Bye. Salut!